Salut tout le monde. Salut tout le monde. 6e journée, comment allez-vous? Alors, 2 petites secondes, bien évidemment. Vous savez comment ça fonctionne, hein. Je vais regarder si on est bien en live, juste au cas où la technique nous ferait faux bon. Et il me rejoint. Il fait tout aujourd'hui, Mike, hein. Il fait tout. Il fait tout. Chroniqueur, régisseur, tout. La manageuse n'est pas là. Monsieur Couteau Suisse. On doit se. Hein, on se gère. On Coucou, se gère. coucou à On la se gère. manageuse qui est en plein déménagement. On se gère. Déménagement intense. Bien sûr. Bien sûr. Et nous sommes en live. Nous sommes en live, les amis. 6e journée. Ouais. Comment vas-tu? Ça passe vite, hein. Ah, mon type. Ça passe très vite. On est déjà à la 6e journée, c'est déjà le quart. Si vous n'êtes pas prêt. C'est là. déjà le quart de la première phase. Ouais. Donc, on Est-ce voit un que- peu qui est qui déjà. Oui. Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Dites-nous, dites-nous. Nous, on voit qu'on rayonne. Je vais baisser le son parce que je sais qu'on va m'entendre un peu. Voilà, hop. Voilà. Dites-nous, dites-nous. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. 6e journée. Ouais. Le feu. Le feu, le feu, le feu. Il y a du monde là qui est connecté déjà, hein. Benoît Salette du côté de Dax. On a Emeline Denis aussi qui est là. Évidemment, Béatrice Denis. Il y a du monde. Raph Temgua. Raph Temgua nous fait l'honneur. Hein. Il nous fait l'honneur. J'étais avec lui ce week-end. MVP, on connaît. Hein. Audrey qui est là, la famille. Fanny Mialon aussi qui est là, présente. Eric Bru, évidemment. Romuald Jardet du côté de Chartres. Mike, on commence. On commence par un match qui me fait plaisir. Mm. On commence par un match qui me fait plaisir. On commence avec Vanves qui recevait La Rochelle. Ouais. Vanves qui était une des dernières équipes Fanny dans ce championnat. Mhm. Vanves qui n'est plus Fanny. Vanves 74-59 à domicile contre La Rochelle. Et un une grosse perf du meneur, Corentin Sozo, 24, Ouais. 24 déval. Et j'allais dire, je crois que la N1, le public de N1 qui nous suit depuis 2 ans maintenant, Mhm. va apprendre à connaître Corentin Sozo. On l'avait reçu il y a 2 ans à Problème Oui. Média. Tu te rappelles, il nous avait dit. Dans les méandres. Voilà. C'était dans les sous-sols Les de Problème Média. Oh là là, les Où il limbes. nous avait dit sans lumière et presque sans son qui rêverait d'avoir une opportunité en National 1. Il en a une. Voilà ce qu'il en fait. Et, il a 13 dévals de moyenne depuis le début de la saison. Avec, Ah ouais, non, avec il bosse. seulement 4 points de moyenne. C'est Quand pour même. vous dire à quel point il est complet. Il a Ouais. 4 points, 5 passes, 5 rebonds. Meilleur intercepteur du championnat avec 3,3 balles volées par Mhm. match. Il est fort et derrière lui, il y a toute l'équipe de Vanves qui suit. Ils avaient tellement de colère accumulée depuis le début de la saison Ouais. par rapport à leur contre-performance eux-mêmes. Hein. C'est pas par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à eux-mêmes. Ouais. Il fallait que ça tombe sur quelqu'un. C'est tombé sur La Rochelle. C'est tombé sur La Rochelle. La Rochelle qui va devoir se relever, hein, parce que là, ils sont en train de chuter. Ils sont en train de chuter. Évidemment, quand c'est contre des équipes comme Boulogne, c'est pas forcément là que tu essaies de te refaire, mais Là, contre- c'est ton championnat. c'est ça, exactement. C'est contre Vanves à l'extérieur. Il aurait fallu, et c'est pas passé. C'est pas passé parce que justement, il y avait une équipe qui en voulait plus du côté de Vanves. On continue avec le Jet qui a fait le boulot. Ouais, on va pas Ouais. passer trop de temps dessus. Mm. Le Jet qui a fait un gros match, grosse prestation collective, notamment du banc, avec 47 dévals qui vient du banc, notamment Mathieu Missonnier, 18 points, 6 sur 8 au tir. Le Jet à domicile, on le sait, c'est solide. Rien à dire de plus. Fer ne pouvait rien faire face au Jet. Quand on vous dit qu'il y a des pépites, hein, dans cette division nationale 1, Mathieu Missonnier en fait partie. Il nous l'a montré déjà à Lorient. L'année dernière, il continue avec le Jet cette année. Voilà, on espère de grandes choses. En tout cas, moi, franchement, j'ai toujours été impressionné par ce joueur et je pense que ça va continuer sur cette saison. Orchi, Ouais. qui recevait Mulhouse, et justement, les joueurs d'Orchi n'ont pas pris comme excuse le fait d'avoir une raquette un peu décimée. Ouais. Ils sont rangaillardis. On a un excellent match de Simon Créteau. Ouais. Très bon match de Jérémy Ricard de Rigaud qui continue de se lancer également. Voilà. Et surtout, ouais. j'allais dire pour compléter avec ce que tu as dit, surtout Valmoukouna justement à Bien l'intérieur. sûr, bien On parlait sûr. justement du secteur intérieur d'Orchi qui est en partie décimé, et je dis Mhm. bien entre guillemets décimé, parce que justement ils ont eu le départ de Thor, parce qu'il a été non qualifié par la Fédé. Val devait se mettre en avant, il l'a fait, c'était un gros duel contre son pote justement David Condé. C'était un gros duel à l'intérieur qui a été remporté par Valmoukouna avec 20 dévals en 20 minutes. Il faudra ça pour Orchi. Pas le choix. Il faudra que quelqu'un se Pas le mette choix. devant et Valmoukouna qui était All-Star en 2018 Mhm.
est celui qui doit se mettre en avant par rapport à cette équipe-là. Et s'il le fait, Orchi gagnera plusieurs matchs comme ça. On se souvient qu'il avait déjà fait de grosses perfs quand il était à Besançon l'année dernière. Ils avaient besoin de ça aussi parce qu'ils avaient une équipe qui, pour le coup, était réellement décimée. Il y avait beaucoup de blessés. Et Valentin avait réussi à porter son équipe sur pas mal de matchs. Évidemment bien aidé par Cass, dont on va parler tout à l'heure aussi. Belle opération pour Orchi qui se fait du bien après une défaite crève-cœur, on se souvient la semaine dernière en prolongation. Boulogne qui se déplaçait à Toulouse. Alors match un peu cocasse parce que... Enfin cocasse. C'est un faux match à écart. Voilà. Ça n'a pas été cocasse longtemps parce que le match a failli être annulé, faut le savoir. Il y a eu des soucis au niveau des branchements de la salle. Donc c'était soit le speaker, soit les branchements du speaker fonctionnaient, soit la table, le panneau d'affichage fonctionnait. Évidemment, le plus important, c'est le panneau d'affichage avec les 24 secondes, etc. Gros retard à l'allumage pour la technique du côté de Toulouse et énorme retard à l'allumage pour l'équipe de Boulogne. On dirait que ça a eu un impact direct. Cela dit, l'impact n'a pas duré longtemps parce qu'au retour des vestiaires, porté par un capitaine en lévitation, vraiment, pendant tout le match. Par contre, là, ça a été vraiment pendant tout le match que Ralph était incroyable. Le fil rouge de l'équipe de Boulogne. Exactement. On voit qu'à la mi-temps, il a quand même réveillé tout le monde parce qu'on voit que justement Ural King est revenu dans le match. On voit que Hugo Dumortier, lui aussi, a réussi à se mettre dedans. Jibam aussi. Ouais, exactement. Belle perf défensive et même générale de Parfen Jiba qui lui aussi pendant tout le match a réussi justement à essayer de exactement monter en puissance et essayer de tenir son équipe défensivement. Ils mettent 102 points, on sait que c'est une armada offensive, on le sait, on est au courant de ça. Boulogne, on sait que ça score. Mais prendre 30, je vois que c'était 34 ou 34 premiers cartons. C'est encore compliqué. Une équipe de Toulouse qui aurait pu faire le hold-up, très clairement, qui aurait pu prendre ce match. On a vu encore une fois un gros Faisal Sahraoui. Et évidemment, un joueur comme Moqueta qui justement maintenant a des responsabilités, qui les prend très clairement. Il prend des shoots qu'il prenait jamais à la Saint-Quentin, c'est incroyable. Donc c'est une équipe qui, pour moi, vraiment, là est un peu dans le dur, mais lorsqu'elle va réussir à retrouver sa dynamique, elle va être très compliquée à attaquer. On voit qu'ils mettent absolument tout dans la première mi-temps. Donc voilà, mais Boulogne c'est fort. Boulogne, quand ça se réveille, c'est compliqué. Et pour tenir Boulogne, quand ils sont comme ça, c'est dur. Surtout sur un match ouvert comme celui-là, qui a commencé sur les chapeaux de roue. Il faut avoir ça pendant 40 minutes. Et à ce rythme-là, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent suivre Boulogne. Les titulaires, les remplaçants, ça envoie de tous les côtés. En plus de ça, quand tu as Ralph à ce niveau-là, c'est encore plus compliqué. Donc franchement, Boulogne au-dessus, ça s'est joué à la fin. Mais à la fin, on a vu clairement qui était qui. Et c'est vrai que Boulogne était légèrement supérieur à Toulouse sur ce match-là. Exactement. On va continuer. Là, ça se rapproche un peu. Ça se corse. Ça se rapproche. Ça se corse. Oui, parce que ça va un peu en accent du Sud. Les frères Bichard, on sait que, voilà, ce sont des sudistes dans l'âme. Alors, petit coucou à Juliette Delaune qui nous a dit que c'était le derbichard. On va... Oh là là, Franck Lermenier, tu as de la concurrence. Fais gaffe, ça arrive. On va regarder les commentaires rapidement avant d'aller sur les matchs qui se corsent. Et d'ailleurs, ça commence à commenter sévère. Donc justement, le voilà Francky qui dit que le Nord est à l'honneur avec Orchi et Boulogne qui sont vainqueurs. Good job les ch'tis. Et alors on a Dre Poppins qui dit que l'adresse de Toulouse c'était on fire au début du match. Après ils ont resserré, ou bien je pense qu'il y a aussi Boulogne qui a peut-être justement voulu jouer ce jeu d'attaque exprès. Eux ça les dérange pas. Exactement. Eux ça les dérange pas. Et du coup ça leur a réussi tout simplement. William Xiong qui dit justement toujours en forme Francky évidemment, on le sait. On va continuer. On enchaîne. On va continuer avec les matchs qui se rapprochent. On enchaîne avec Angers qui va à Challans. Qui va à Challans, c'était un gros match de la journée entre une équipe de Challans justement qui essayait de retrouver sa forme après l'intégration de Fabien Harris. Et Angers qui était sur des grosses bases défensives, qui était bien justement, qui était dans un bon mood en ce moment. Et c'est vrai que c'était un gros match. J'attendais justement un gros match de Challans. J'avais mis Challans. Je crois que toi aussi, tu avais mis Challans. Je pense avoir mis Challans aussi. Je t'avais mis Challans et finalement, Angers a fait une très très grosse prestation. Vraiment. Ils ont vraiment assuré. Jérémy Bichard, moi j'ai envie d'en parler un peu. On l'a connu comme un meneur, clairement un meneur scoreur de la division. Ce qui faisait qu'au niveau des stats, il était très au-dessus en ce qui concerne les meneurs. C'était Oumarou Silaï, lui l'année dernière, en tout cas dans la division sud, comme nous on l'aime l'appeler après Média par rapport au All-Star. Mais on voit qu'il est en train de se muer.
Parce qu'il a pas mal d'armes autour de lui. Ouais. Et il les utilise à très très bon escient. Franck Seguela est en train de faire un début de saison incroyable. Stéphane Gauthier aussi. Stéphane Gauthier, c'est pareil. La Jumbo qui fait un 37 d'éval sur un match. Le match d'après, c'est Jason Jones qui fait 24 d'évaluation en sortie de banc. Tout en sachant qu'il y a toujours le point de pivot, Kyle Tresnack. Jérémy Bichard est en train d'arroser tous ces mecs-là. Ouais. Moi, je suis content de voir qu'il y a une véritable évolution dans son jeu. Ça reste toujours l'un des meilleurs meneurs de la division, c'est clair, mais dans un registre différent maintenant. Et ça, vraiment, c'est une très très bonne chose de voir qu'il y a toujours et encore des possibilités d'évolution, même chez les meilleurs. Ouais. Même chez les meilleurs. Et là, on voit clairement que grâce à cela, Angers est en train de prendre une dimension complètement différente que ce qu'on aurait pu, entre guillemets, entrevoir avant le début de la saison, ou bien pendant la prépa. Tu vois. Le fait que Jérémy change un peu de jeu comme ça, déjà, ça désarçonne les autres équipes parce qu'elles le connaissent sur un registre différent. Donc lui, quand il joue comme ça et qu'il dit non, moi, à côté de moi, là, j'ai tout ce qu'il faut, c'est plus du tout la même musique, c'est absolument plus du tout la même chose. Et les équipes ont du mal. On a vu Boulogne trimer, on a vu Chaland ici trimer. Ils sont allés casser des dents à l'extérieur aussi. D'ailleurs, Chaland en est l'exemple, mais il y en a eu d'autres avant. Et cette équipe d'Angers qui est en train de s'asseoir tranquillement mais sûrement dans son top 5. Parce que là, c'est de la confiance qu'ils sont en train d'accumuler contre les grosses équipes. Clairement. Et ça va faire beaucoup à la fin des comptes. Pour Chaland, la formule n'est toujours pas trouvée. Ils ont encore pu compter sur un excellent Boucaud en sortie de banc qui a fait 18 d'évaluation. C'est le boulot, le petit. Ils ont beaucoup d'armes, autant qu'Angers. Ouais. Autant qu'Angers, mais c'est encore sur cours alternatif. Ils ont fait un gros match contre Tours. Ils n'ont pas réussi à confirmer à domicile face à Angers. On attend de voir justement un Chaland qui arrive à trouver son rythme, sa carburation, avec des joueurs qui arrivent régulièrement à trouver leur carburation. Dom Gentil en sortie de banc, ça a été une fois bien, une fois moins bien. On n'arrive pas à savoir qui peut vraiment avoir quel rôle. Donc Chaland en rodage, mais on espère que d'ici novembre ou décembre, ça puisse se trouver. Exactement. C'était vraiment un gros match. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le suivre, évidemment. Sébastien Nolo l'a filmé, donc vous pouvez retourner, que ce soit sur Prime Media ou bien sur la page Facebook de Vendée Chaland. Un très beau match à voir et à revoir. On continue avec Saint-Vallier qui s'est défait de KB. Ouais. Match filmé aussi sur la page Facebook de Saint-Vallier, où on a pu voir un énorme Murat Kozan. Ouais, j'allais dire, même les deux intérieurs, tu prends Murat Kozan, alors j'ai compilé les stats des deux postes 5. Ouais. Ils ont joué 37 minutes, à eux deux, 37 minutes, 33 points, 17 rebonds, 51 déval. 28 pour Kozan, 23 pour Watt. C'était un véritable chantier sur le poste 5 de KB. Moi, j'avais rarement vu ça, où un poste 5 en cumulé titulaire et remplaçant cumule 51 d'évaluation. C'est dingue. C'est assez. J'ai rien d'autre à dire sur ce match-là. Les postes 5 ont marché sur KB. Fin de l'histoire. Fallait envoyer la balle en bas. C'est tout. Fallait envoyer la balle en bas. Je pense que le plan d'attaque avait été très clairement défini. C'est exactement ce qui a été fait. Après, on sait que Watt, voilà, dès qu'il l'a dans de bonnes conditions, régulier, voilà. Très bonne surprise de Kozan. Ouais. Qui est clairement au-dessus des standards qu'il a eu depuis le début de la saison. Après, on sait qu'il est capable de faire ce genre de performance. Je vais le dire en même temps, tu joues tous les jours contre Watt, ça te donne des idées. Hein. Au bout d'un moment. Ça te donne des idées. Au bout d'un moment. Donc là, justement, il est en train de se faire petit à petit. Et si, au fur et à mesure de la saison, ce genre de choses se répètent... Ça peut être un facteur X. Exactement. On va lire vos commentaires et puis on va enchaîner dans le clutch. Le clutch, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, mais vous écrivez. On a des gens qui sont connectés. On a Faisal Sarawi qui est là. Comment vas-tu, mon gars? Arthur Niel aussi. Pedro Boucher du côté du Jet. On a du monde. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a Corentin Chailloux qui dit que Chaland n'arrive pas à trouver de jeu malgré de très gros joueurs qui composent l'équipe. Alors, on le dit et on le répète. On l'a souvent dit après, mais déjà ça fait un moment maintenant. Ce qui compte, ce qui a toujours compté, c'est le supplément d'âme. Un supplément d'âme ne se trouve pas forcément avec les joueurs qui la composent, mais surtout avec l'alchimie que créent ces joueurs. Sur le papier, Chaland est l'une des meilleures équipes de la division, ce n'est même pas contestable. Il faut voir maintenant comment, comme dit l'expression, la mayonnaise prend. Ouais. Ce n'est rien d'autre. Vous avez des équipes qui étaient beaucoup moins ronflantes, comme Souffle l'année dernière, qui ont trouvé quelque chose que Gris avait trouvé l'année d'avant. Et on le voit, pour faire une parenthèse sur la Pro B, on le voit Souffle qui continue de gagner en Pro B
contre des grosses équipes de Pro B. On C'est voit ça. Grise aussi, qui a fait demi-finaliste en Pro B l'année dernière, sur le même schéma, c'est-à-dire le supplément d'âme, Bien sûr. le lien entre les joueurs. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le talent. C'est-à-dire que ça peut arriver à une équipe comme Chaland, comme une équipe qui n'a pas forcément des joueurs aussi ronflants, ça peut arriver à tout le monde. Le manque de lien, pour l'instant, c'est le cas de Chaland. Ça peut aussi se résorber très rapidement. D'ici un mois, on peut avoir un discours totalement différent par rapport à cette équipe-là. C'est le temps que ça prend pour que la mayonnaise prenne. Des fois, ça prend 2 semaines, des fois, ça prend 2 mois. Ça, c'est le basket et on ne peut pas le prévoir. Exactement. Après, c'est sûr que pour des équipes qui ont des prétentions de Chaland, il faudrait mieux que ça prenne le plus rapidement possible parce que sinon, ça risque d'être compliqué très très rapidement. On va prendre un dernier commentaire et puis on va enchaîner. Pierrick Le Boulevard qui dit rien ne serve de courir. Lucas est là. Alors il parle du CEP Lorient. On arrive. Pierrick, qui est justement le vidéaste du CEP. On connaît, c'est la famille. On arrive, Pierrick. On est ensemble. T'inquiète pas. Julie Lecosse, justement, du côté de l'UAP Quimper aussi. Oui, ça va très bien, ne t'inquiète pas. Angers, du lourd, un régal, nous dit Sandra. Oui, du lourd, parce qu'ils ont trouvé, eux, leur dynamique. Et on peut vous assurer que lorsqu'une équipe a trouvé et justement, eux, je pense que ce supplément d'âme-là, je pense qu'ils l'ont. Ils sont en train de se faire. Là. Je parlais à Jérémy Bichard au début de la saison, avant que la saison commence. Il me dit, Hervé, je me suis jamais senti aussi bien dans une équipe. Dès qu'il m'a dit ça, pour moi, il avait tout dit. Il avait tout dit. On sait qu'il a passé de bonnes années à Rueil, de très belles années à Rueil. Mais qu'ils le disent là, et qu'on voit maintenant, clairement, comment est-ce que ça se reflète sur le terrain, on comprend. C'est un message fort. On comprend, écoute, on comprend. Et je sais qu'on voit un peu ça aussi à Boulogne, qui gagne des matchs sans être forcément dominateur ou quoi, mais avec les tripes. Tu vois. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se forger. Donc, apprenez à repérer ces petits détails, ces petites choses qui sont parfois hors basket et qui se retranscrivent sur le terrain. La communication non verbale, les attitudes. Toutes ces choses-là, ça compte. Énormément. On va enchaîner sur le clutch. Sur le clutch et sur un gros. C'était le match de la semaine. Le choc de la semaine. Et encore une fois, le choc de la semaine est remporté par une équipe qui va jouer à l'extérieur. C'est fou, hein? C'est maintenant les coachs qui vont nous appeler pour dire que mettez-nous choc. Hein? Tous les coachs qui se déplacent, là, ils vont dire que bon, alors mettez-nous choc. On ne dira pas le choc de la semaine annoncé par Aurélien, vous le saurez jeudi. Oh là là! Mais incroyable! On dirait que ça porte chance à l'équipe qui joue à l'extérieur. C'est quand même quelque chose. Victoire de Tours face à Caen, 70-65. Tours qui fait un très très gros match à l'extérieur après avoir perdu un gros match à domicile la semaine dernière. Alors moi, bravo à Tours déjà, qui a justement pu se rattraper après sa défaite et donc se rassurer. Moi, je vais m'attarder sur Caen. Pour moi, ça fait plus inquiétant. La première chose, c'est que ça fait 3 défaites d'affilée. Je compte le match de Coupe de France. Qui est à domicile aussi. Hein. Je le compte, non mais je le compte. Pourquoi? Parce que c'était contre une équipe de N1. Donc, il n'y avait aucune raison de le perdre. Déjà, c'est clair et net. C'est-à-dire que Coupe de France, ok, c'est cool. Mais c'est une équipe qui est dans votre division, dans votre pool, de 2. Et de 3, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Et vous venez de perdre un match à Dax. Rien à voir avec le niveau de Dax. Hein. On va parler de Dax tout à l'heure. Vous en faites pas. Et il y a pas mal de choses à dire. Mais vous venez de perdre un match à l'extérieur. Vous devez vous refaire la cerise à domicile. Rien de mieux qu'un match de Coupe de France contre une équipe de la même division, de la même poule pour le faire. Vous perdez ce match. Vient ensuite un autre match à domicile. Vous le perdez aussi. Là, en fait, je suis même pas dans la dynamique de dire « Ah là, ça va pas, ça machin truc ». Non, là, on est dans un truc global. L'équipe de Caen a monté une équipe de Pro B. Avec des joueurs, beaucoup de joueurs qui justement viennent de Pro B. On parle de Gaëtan Clerc, Aurélien Salmon, Maurice Hacker, Aurélien Rigaud, Rémé Koun, Bangoura, Thibedor. Oui, ça fait 8 joueurs qui ont connu le niveau au-dessus et qui, évidemment, composent une équipe qui a les ambitions de remonter rapidement. Qui vont avec.
Quand on ne veut pas faire les playoffs, pas qu'on se mente, quand on ne veut pas faire les playoffs, mais ça passera jamais comme ça. Ça passera jamais comme ça. C'est pour ça que moi je suis inquiet, parce qu'une équipe comme ça ne peut pas laisser une dynamique de défaite s'installer. C'est pas possible. C'est pas possible, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est même pas pour eux le problème. C'est ce que ça va créer chez les autres. Tout le monde pense pouvoir gagner à quand maintenant. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et c'est la chose la plus dangereuse à installer dans l'esprit des autres. Si vous n'êtes pas capable d'instaurer la peur ou la crainte, La vient sur vous. ça fait effet boomerang direct. Direct. Les gens commencent à craindre Angers. Les gens commencent à craindre Boulogne. Les gens commencent à craindre Dax. Mais bien sûr. Les gens commencent à craindre Pont-de-Chéry. Et Chartres. Chartres aussi. On a la 6e journée, il y a des dynamiques psychologiques qui commencent déjà à se mettre en place. Caen a loupé la sienne. Pour moi, c'est clair. Après 3 défaites d'affilée comme ça, Caen a loupé la sienne. Maintenant, pour reprendre le dessus, il va falloir le faire très rapidement, parce que sinon, ça va être inquiétant. Et pour une équipe de ce calibre-là, ça va être très inquiétant. Très inquiétant parce que, du coup, il va falloir faire des ajustements rapides. S'ils ne sont pas tactiques, ils vont être malheureusement, et on le sait, c'est la loi du game. C'est comme ça que ça se passe. Ils vont être dans l'effectif. Bon, on espère qu'ils seront tactiques parce que franchement, ils ont tout. Là. Bien sûr. Ils ont tout. Ils ont 2 gros meneurs. À l'intérieur, Rémy Koun, c'est quand même quelque chose de dense, de très. Et Bongour en sortie de banc, c'est quand même encore plus dense, encore plus costaud. Bien sûr. Les postes 4, c'est fort. Enfin, ils ont tout. Sauf pour l'instant, la dynamique dont on parlait justement par rapport à l'équipe de Chaland, ils sont un petit peu dans le même processus que cette équipe de Chaland, où ils cherchent un petit peu leur marque, leur rôle aussi dans l'effectif, parce que c'est des joueurs aussi qui sont habitués à jouer beaucoup, à être souvent titulaires. On parle par exemple d'un Brice Pirard qui est habitué à jouer 25 minutes en sortie de banc du côté des Angers, là il joue un peu moins, etc. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en train de chercher un petit peu leur marque dans cette équipe-là. Et pendant ce temps-là, tu as une équipe de Tours qui, elle, a clairement trouvé une dynamique intéressante. Ils savent comment gagner leur match. Alors, ils ne l'ont pas toujours fait. On parle du match de Chaland, ils n'ont pas réussi à le faire. Mais ils savent que défensivement, quand ils sont costauds, quand ils sont agressifs, ils gagnent les matchs. Et en ce moment, ils mettent des joueurs dans ce profil-là et ces joueurs-là performent. Je pense par exemple à Alexis d'Argenton, qui est un mec super dynamique, super athlétique, qui a commencé dans le 5 avec Will Felder lors de ce match-là. Ça a payé. C'est 9 points, 9 rebonds, 18 dévals en 15 minutes pour d'Argenton. Ils ont des mecs comme ça à Tours qui sont peut-être moins ronflants que l'année dernière en termes de nom, mais ils sont au moins aussi importants en termes d'impact. Et ce Tour-là, plus défensif, plus musclé, plus costaud, est en train de faire mal. Et les matchs à l'extérieur, ils les prennent très très bien. Moi, Tours, j'ai bien aimé justement, on parlait la différence entre Tours et Caen. Caen qui n'a pas encore réussi à trouver ses rôles. Tours qui a intégré ses nouveaux joueurs, il les a vraiment investis dans un projet défensif. D'Argenton, Guerrier, Curti, etc. Ils viennent, ils impulsent, ils impactent. Et ça fait la différence. Tours, c'est bien, c'est pas mal. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et franchement, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que Aldo n'est plus tout seul dépositaire du jeu. Et ça crée ça désarçonne absolument tout le monde. En tout cas, chez l'adversaire. Parce qu'on a Marcus Champ, quand il sort du banc, il apporte quelque chose. Énormément. Ouais, il avait fait un match à domicile où il avait été très important. Il commence à gagner des minutes. Et c'est vrai que pour eux, jouer à 10, ça peut être sur la longueur de la saison. Ça peut être une vraie arme. Si Marius Champ arrive justement à gagner des minutes, à gagner en consistance dans le jeu, il peut avoir un rôle un petit peu à la Lefebvre, à Chartres, justement pour animer un peu le jeu, mettre un peu de vitesse. Et c'est vrai que pour Tours, ça peut être une arme super importante. Le prochain match clutch, match que je suis allé filmer au Havre, au Dock Océane. Et j'ai été, je vais vous le dire, impressionné et aussi déjoué. Je vais vous dire pourquoi. J'avais un a priori que j'ai gardé pour moi, qui était que 2 meneurs avec un tempérament aussi fort, on parle de Rand Almeida et de Gauthier Darrigan, formés à la même sauce, celle du Sud-Ouest. Il est en Bernay, les deux. Exactement. Avec une expérience similaire et aussi importante. Oui, ils ont joué les Euroleague, les gros matchs, etc. Darrigan à Strasbourg et Rennes à Pau. Pour moi, il y allait avoir une guerre d'ego. En tout cas, je craignais la guerre d'ego. Si elle a eu lieu, j'étais pas présent,
Et on ne l'a pas vu en tout cas. Et à mon avis, Ran est arrivé tard déjà d'une tard parce qu'il avait la Coupe du Monde. Mais cette guerre d'ego, je me rends compte qu'elle n'a absolument jamais eu lieu. Ils ont eu un souci au démarrage, justement, pour incorporation lente de Ran, enfin tardive en tout cas. Leur premier américain. Les blessures aussi. Ouais. Il s'est blessé, il n'a jamais joué avec eux. Il est parti, il a fallu aller prendre Kaloun. Et il y a eu. Leska est blessé encore. Exactement, Leska n'a pas encore fait un match. Hein. Il est en train de revenir tout doucement. Cette équipe du Dax a eu des soucis au démarrage. Mais je peux vous assurer que si elle termine dans le top 5, elle n'aura absolument rien volé à personne. Vous avez sur le poste 1, 1, 2, peut-être 2 des plus gros QI de la division. C'est incroyable. Mike, ce qu'ils ont fait au Havre, à 2, la façon dont le coach les utilise, il fait en sorte que, justement, la densité intellectuelle basket sur le terrain ne baisse jamais. L'un des deux est toujours sur le terrain, ou bien les deux y sont. Ils commencent les deux sur le terrain de toute façon. Il fait aussi en sorte que la densité physique à l'intérieur ne change jamais. Si Kaloun sort, Ramassamy est sur le terrain. Si Ramassamy sort, Kaloun est sur le terrain. Rares sont les fois où Daryl et Guillaume Valaillé sont sur le terrain. Cela dit, quand ils le sont, ça joue small ball et ça joue vite. Il y a 2 points de pivot énormes dans l'axe 1-5 qui sont tenus par 2 joueurs à chaque poste. Ramassamy Kaloun, Darrigan d'Almeida. Si vous n'arrivez pas à désosser l'un de ces 2 axes, voire les 2, vous êtes cuit. C'est mort. Parce qu'il y en a toujours un sur le terrain. Dans l'axe, dans l'un des 2 axes qui va être sur le terrain et qui va vous faire déjouer. C'est incroyablement bien pensé et ils sont les seuls à pouvoir faire ça parce que c'est les seuls à avoir une équipe construite comme ça, tu vois. Donc c'était incroyablement atypique pour moi de voir parce que j'avais jamais vu ça, tu vois. D'avoir 2 meneurs de ce. D'avoir 2 mecs qui sont. Non mais Mike, c'est fou. Je te jure que c'est fou. Je te jure que c'est fou. C'est dingue. Et en même temps, au même moment, tu vois ce que je veux dire, c'est. Et à la fin du match, donc du coup, en fait, clairement, vous avez une équipe de Dax qui a complètement fait déjouer l'équipe du Havre. En fin de match, c'était. Ouais. Là, c'était clair. L'équipe de Dax y est arrivée le jour même, faut le dire, à cause des grèves, etc. Ça arrivait le jour même. Quelques heures avant le match même. Mais qui a petit à petit, et je parle des matchs d'avant, construit quelque chose dont il n'avait pas forcément besoin pour déjà être bon. C'est ce supplément d'âme que j'ai vu à la fin du match. C'est la grinta. Je l'ai vu, je vais te dire exactement à quel moment je l'ai vu. Je ne sais pas s'il se rendait compte que je les regardais, mais c'est là que je l'ai vu. Ran d'Almeida et Gauthier Darrigan, c'était vers les dernières minutes du match où ils savaient qu'ils allaient gagner. Je crois que l'arbitre venait de siffler un N1 pour un de leurs joueurs. Donc ils s'éloignaient de la ligne de lancer franc et les 2 étaient en train de s'haranguer mutuellement, là. Comme s'ils étaient en train de se trash talk, tu vois, s'ils étaient adversaires. Mais entre coéquipiers. Mike, ça là. Tu sais que c'est pas du fake. Mike, ça là, ça envoie. J'arrivais pas à décoller mes yeux d'eux, tu vois. Alors que l'action était là-bas, tu vois. Il y avait les lancers francs qui se préparaient et tout, mais ce qui est en train de se faire là, c'est toute l'énergie qu'ils infusent à leurs joueurs pendant tout le match. La passion. Honnêtement, hein, c'était incroyable à voir parce que tu voyais l'expérience, à la fois, comme tu dis, la passion, la rage de gagner que ces 2 joueurs-là avaient et qu'ils diffusent dans leur équipe pendant tout le match. Et là, tu te rends compte que la raison pour laquelle il n'y a jamais eu de guerre d'ego, c'est parce que ces 2-là se tirent vers le haut mutuellement pendant 40 minutes. Ils savent que de chaque côté, il y a un client. C'est Mike, c'est fou, c'est fou. Darrigan ne peut jamais dire Ran d'Almeida n'a pas fait carrière dans le basket. Ran d'Almeida ne peut pas dire qu'à Strasbourg, Darrigan n'a pas fait carrière dans le basket. C'est-à-dire que les mecs savent que ce que l'autre a fait, c'est la même chose. C'est tout. C'est la même chose. Ils ont joué dans les plus hauts championnats. C'est 2 gros joueurs, 2 gros cerveaux et 2 bons mecs aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi avoir ce truc-là où les mecs arrivent à se respecter
Et là, c'est ce qu'ils font. Ils se laissent la balle les uns les autres. Tiens, prends-la, mène le jeu, etc. etc. Darigan, je pense, a eu aussi fait preuve de beaucoup d'humilité pour faire venir un mec aussi fort que Dalmeida dans son équipe, surtout au poste de meneur de jeu. Dalmeida a eu aussi l'humilité de laisser un peu la balle aussi à Darigan pour qu'il puisse s'exprimer. Dax, cocktail explosif. 17-3 dans les dernières minutes du match face au Havre. C'est incroyable. Rien à dire de plus. C'était incroyable. Ils ont une équipe qui est faite de façon à ne pas avoir de stars. Ils ont des maestros. Ils font pas les stars. Ils ont de l'impact physique à l'intérieur. Ils font pas les stars. Et ils ont des role players qui savent exactement pourquoi ils sont sur le terrain. Cette équipe m'a chamboulé. Chamboulé. Parce que très clairement, s'il continue sur cette voie-là, et Ran me le disait à la fin, il dit, bon maintenant, c'est bon. On a trouvé notre basket. Vous allez voir maintenant. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et pour moi, je l'ai vu à la fin. C'est vraiment, il n'avait même pas besoin de me le dire, tu vois. Je l'avais vraiment vu. Je l'avais vraiment vu. Désolé pour les soucis de connexion, etc., etc. Ou peut-être justement vous n'avez pas forcément pu tout ressentir. Mais je peux vous assurer que j'aurai encore l'opportunité de filmer Dax. Je vais tout faire pour en tout cas. Et je vais faire en sorte de vous infuser ce que ces gars-là infusent sur le terrain. Parce que vraiment, vraiment, ça en vaut la peine. On va continuer avec Poncherry, qui, comme d'habitude, fait des dingueries. Ouais, mais je pense que la lune de miel est terminée. Hein? C'est-à-dire que l'univers tout nouveau, tout beau, je pense que ça a eu une fin contre la Charité où ils se sont rendus compte que ça y est, qu'on arrive quelque part. On nous attend. On nous attend. Ah oui, bah bien sûr. On nous attend clairement. C'est-à-dire que bien sûr. les mecs se sont préparés toute la semaine pour nous. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ont vu ça et je pense qu'ils l'ont ressenti de plein fouet. Et la Charité a très bien justement commencé le match et a pu justement montrer que non, on est ensemble. Il y a rien. C'est ça. Vous êtes forts, mais nous aussi on est forts. Il n'y a rien. Sauf qu'un match dure 40 minutes et la Charité joue à 7. Poncherry, pour moi, alors j'ai vu ce match-là de l'extérieur. J'ai pas pu justement, je suis pas dans le vestiaire avec les mecs, mais je donnerais un +1 pour coach Renam. Et pourquoi? Poncherry sait que la Charité joue à 7. Poncherry va insister sur la profondeur de banc. C'est un avantage net dans ce match-là. À quel moment on va pouvoir tuer la Charité? C'est quand on va devoir faire les rotations qui vont apporter du sang frais. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On met les joueurs qui ont le plus d'impact sur le banc. Qui l'a mis sur le banc? Godou, qui a eu un impact énorme depuis le début de la saison. Durand, qui revient très très bien depuis sa blessure. Très bien. Et Namoré Bondi, qui est, comme Godou, un des mecs qui a eu le plus d'impact dans ce début de saison, surtout défensivement. Les trois mecs sortent du banc. Et nous, on l'a dit à première méthode depuis l'année dernière. Il y a une tendance qui est en train de se faire dans le basket en ce moment. Elle est claire. C'est que tu peux et tu vas, en général, de plus en plus, garder tes meilleures armes sur le banc pour le début du match, pour les faire rentrer en cours de jeu et avoir un surplus, justement, pendant le match où l'équipe ne sera pas forcément préparée à ça. C'est ce qui s'est passé lors du match Poncherry contre la Charité, où les trois mecs sont sortis du banc. Godou, 14 d'évaluation, Durand, 29 d'évaluation, Bondi, 24 d'évaluation en sortie de banc. Quand tu as ces genres de joueurs-là, avec ce profil-là, avec cet impact-là en sortie de banc, tout de suite, ça fait la différence. Et là, la Charité peut absolument rien faire. Les mecs jouent à 7 depuis le début. On passe ce genre de joueurs-là sur le banc dans leur équipe. Tout de suite, Poncherry fait la différence. 83-75 pour l'équipe de Poncherry, qui est à 5-1 dans ce championnat. Tout le monde craint Poncherry. T'es obligé de les craindre. T'es obligé de les craindre. Parce que pareil, dans une équipe, il n'y a pas de star. Non. Il n'y a pas de star, mais ça te cogne. Ah ça, pour cogner. Ça te cogne, sérieusement. Sérieusement. Donc, pareil, ils arrivent à instaurer la crainte. Et ils arrivent justement à jouer ces matchs qu'on pourrait croire comme pièges. Parce que c'était clairement un match piège. Exactement. Ils arrivent à les prendre parce qu'ils ont aussi un coach qui sait ce qu'il fait. Ouais, et puis tu vois ce qu'ils ont fait à Kim Williams, qui a été étincelant depuis le début de la saison, qui finit le match à 2 ou 3 dévals, je crois. Tu sais qu'il y a eu un travail très précis sur lui. Bien sûr. Je crois qu'ils ont... le plan de jeu était clair. Voilà, ils ont mis un petit labyrinthe sur lui pour qu'il puisse
prendre le temps de bien réfléchir pendant ce match-là, ça a été le cas. Et Poncherry qui est vraiment, comme Chartres dont on va parler juste après, une des équipes très très fortes dans cette poule B. Chapeau à Avignon. Quand même. Non, avant évidemment qu'on s'étende sur Chartres, chapeau à Avignon. Chapeau à Avignon qui a fait transpirer, mais vraiment transpirer cette équipe de Chartres. Qui leur ont vraiment donné du fil à retordre. C'était quand même sur le terrain de Chartres, c'était à la Halle Jean Cochet. Et tout le bien qu'on pense d'Avignon, on l'a vu sur ce match-là. Ouais, c'est l'équipe, je pense que c'est l'une des équipes les plus intelligentes du championnat. Clairement, c'est-à-dire qu'ils ont des joueurs avec un vrai cerveau qui peut justement poser des réels problèmes tactiques à l'équipe en face. Avignon qui est fort. Chartres, ça commence à vraiment me plaire. Je vais dire pourquoi, parce que autant ils sont capables de faire des gros scores, autant ils arrivent maintenant à gérer les matchs à petits scores, les matchs un peu fermés, les matchs un peu défensifs. Et c'est tout le travail de cette année. Et je pense que justement, avec ce profil-là, gros score, petit score, qu'ils sont capables de faire pendant le championnat, pour l'instant, ils ont l'équipe la plus complète de la poule B dans ce sens-là. Parce qu'ils peuvent justement... Tu veux faire un match offensif ? Vas-y, on est parti. Vas-y, on est parti, on va voir qui a le plus gros flingue. Tu verras, c'est nous. C'est ça. Tu veux faire un match défensif ? Ok, tu vas penser qu'on est dans les cordes, mais à la fin, tu verras, le plus gros flingue, c'est nous. Et pour moi, ils ont toutes les armes pour pouvoir faire ces deux styles-là. Ils le font très bien. On n'a même pas besoin de parler des stats, parce que franchement, sur le match, ça a été plutôt réparti, je dirais, pour l'équipe de Chartres, à part Maxwell, qui est en ce moment à un niveau extraordinaire. Qui est au-dessus. Mais ils ont un petit peu de tout. Les mecs sont vraiment au diapason du résultat collectif. Il n'y a pas de mec qui sort du collectif pour pouvoir faire sa partition. Bien sûr. Pour moi, Chartres, en ce moment, c'est très bien, c'est très réglé, c'est très, très compact. Et ça donne beaucoup d'indications pour la suite du championnat. Pour battre Chartres, il faudra plus que faire un match défensif. Plus que ça. Plus que ça, parce que maintenant, il va falloir scorer plus qu'eux. Voilà. Il faut y aller avec des gars comme Sigvard, comme Sekanski, évidemment Olivier Romain. Il va falloir y aller. Et on parle même pas de Maxwell qui En ce moment, Maxwell, c'est compliqué. Il est compliqué à gérer. Au poste 4, il n'y a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et cette équipe de Chartres qui commence à être plus complète que ce qu'on pensait. On le sait, le coach Lambert, lui, c'est meilleure défense, c'est l'attaque. Et il commence à se rendre compte que... La meilleure défense, c'est la défense. Que la défense, pas mal non plus. La défense, c'est pas mal non plus. Ouais. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Marche surtout très bien. sur les matchs comme ça où clairement Avignon avait un plan bien précis qui aurait pu fonctionner, qui est à deux doigts de fonctionner d'ailleurs. Et Chartres s'en est tiré, chapeau à eux. Mais bravo à Avignon qui va en faire tomber plus d'un. Clairement. Ça on en est persuadé. Vitré qui a accueilli Tarbes. Et Tarbes qui a fait ses étirements dans le hall de l'hôtel. Petite vidéo qu'a posté justement Tarbes, j'ai vu ça. Comme il pleuvait en Bretagne, surprise. Quoi attendez. Du coup, oui, alors, la coach Savasta avait prévu un petit étirement pour se dégourdir les jambes, parce que Tarbes-Vitré, c'est pas à côté. Distance quand même. Impossible de le faire dehors, donc dans les couloirs de l'hôtel. Et justement, leur petit étirement a bien failli fonctionner. Ils sont allés vraiment titiller au plus proche cette équipe de Vitré qui, à la Poultière, a eu vraiment, vraiment du mal à se défaire d'une grosse équipe, d'une équipe motivée de Tarbes, en fait. Ouais, après Tarbes a quand même le défaut de l'année dernière, c'est de se mettre dans la mouise soi-même en fin de match. Ils sont à plus 6 à l'aube du 4e quart-temps, ils sont à plus 6 à 5 minutes de la fin. Et en 1 minute, tu vois le match qui change, quoi. Tu vois Turner qui met un 3 points, une perte de balle, lay-up, ça repart de l'autre côté, la foule qui commence à faire du bruit, la pression qui commence à rentrer dans la tête des mecs de Chartres. Et au final... De Tarbes. De Tarbes plutôt. Comme ça, d'un coup, boum, c'est fini. Terminé. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est fini. Vitré a pris le dessus. Et ça a été un enchaînement d'actions de l'équipe de Vitré, notamment de Turner qui a mis 11 points dans le 4e quart-temps, qui était au four et au moulin. Et finalement, ils n'ont plus jamais retrouvé ce qu'ils ont fait les 30 minutes d'avant, alors que c'était vraiment bien. Tu vois, Dylan Afo, on parlait d'étirement, les muscles étaient vraiment bien étirés. Tendu, mon frère. Pour Dylan Afo qui a marché sur les mecs comme il sait le faire, comme on l'a vu en équipe de France. Ouais. Tarbes était bien. Et après, d'un coup... Putain.
C'est fou quand On même. a éteint la lumière et Vitré en a clairement profité. Grosse fin de match de l'équipe de Vitré. Et gros match, gros succès à la Poultière qui était vraiment en feu dans les 5 dernières minutes de ce match. Ah, ça devait être n'importe quoi. Ça devait être n'importe quoi encore commenté par un Arthur qui devait être dans tous ses états. J'imagine même pas. Je vais aller regarder le match. Hein. Sûr et certain, il est hors de question que la semaine commence sans que je regarde ces matchs-là. Match clutch en plus. Non, franchement, on a de gros matchs et on va terminer par, Il en reste par deux gros matchs. Et Lorient-Bordeaux, Ouais. 77-74 pour Lorient, scénario identique. Incroyable. Bordeaux est à plus 11 à Ils 5 mènent minutes tout de le la match, fin. les mecs. Tout le match. C'est dingue. Et puis c'est bien mené, c'est-à-dire tranquille, il Oui, n'y a oui. rien. Tu vois, on gère. Ah, mais on sait, quand Bordeaux mène comme ça, ils sont bien. Mentalement, ils sont bien dans... Enfin bref. Et d'un coup, Lorient s'est réveillé. Alors, quand on parle de Lorient, on parle du trio Nikolic, Cissé, Saounera qui ont inscrit 17 des 18 derniers points de l'équipe. Comme si on avait appuyé sur Turbo. Tu vois quand on joue à la Super Nintendo là. On connaît. Voilà. On connaît. Appuyé, Tu prends un champignon là. voilà. Et On connaît. Les mecs ont commencé à accélérer. Et d'un coup, tu voyais Bordeaux qui était vraiment désarçonné par la situation. Lorient qui était vraiment bien. Lorient qui gagne un match très important pour pouvoir espérer être dans le top 5 et pouvoir avoir des victoires en plus dans le top 5 si Bordeaux y est. Parce que je pense que Bordeaux sera pas loin du compte. Parce que franchement, sur les 35 premières minutes, c'était clair et net que Bordeaux était une équipe de niveau top 5. C'est fort, c'est très fort. Bordeaux, c'est très fort. Mais clairement, on voit que Lorient a les ressources. Ils ont des ressources. Mentales, physiques. Je reparle encore une fois de Luka Nikolic. Ce garçon, c'est un client. C'est un client. On ne pourrait pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Il fait le boulot à chaque match. À l'intérieur, il fait un véritable chantier. Il est en train de faire oublier Vincent Pourchaud tout doucement. Et c'est pas simple. C'est pas simple. C'est clair que c'est pas simple. Mais il fait le boulot, le gamin. Et il fait une doublette avec Cédric André, que je suis vraiment super content de revoir à ce niveau. Franchement, il l'a dit, le coach a confiance en lui. Et là, il le montre, il fait un 17 d'évaluation sur le match. Oui, c'est comment l'utiliser. C'est un joueur athlétique qui court, qui a besoin d'espace, qui a besoin de mouvement, de fun, il a besoin que ça bouge. C'est ça. Et le coach le laisse bouger. Il s'en sort bien. 17 d'évaluation. Je pense que depuis le début de la saison, il est très régulier dans ses performances. Et il montre justement que c'est un joueur d'impact dans la N1 qui peut justement, avec un joueur comme Nikolic, plus technique, plus en finesse, pouvoir amener de l'impact dans une équipe et être efficace. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur ce match-là. Je pense que Bordeaux ils vont pouvoir se ronger les ongles quand même. Sur ce match-là, ils le tenaient. Il va falloir qu'ils apprennent à finir ces matchs-là. C'est rare que ça leur arrive, c'est pour ça que c'est ça la chose. Ça m'étonne, c'est assez rare. Dans l'absolu, c'est pas si inquiet que ça. C'est pas que c'est inquiétant, je veux dire que ça. C'est pas inquiétant, mais c'est important. C'était un match important pour eux et ils savaient qu'ils pouvaient le prendre. Ils l'ont pas pris. À la fin, quand on fera le bilan, on pourra se demander si ce match-là n'a pas coûté à Bordeaux un petit quelque chose. C'est vrai. On termine, les amis, avec Besançon qui recevait Andrézieux. Alors, au vu de la dynamique, on avait mis Andrézieux. Ouais. Parce qu'Andrézieux, déjà, c'est fort. Franchement, défensivement, c'est incroyable. J'avais écouté une interview d'Eliott Marot qui disait que justement, ils avaient encore des lacunes défensives. Ils ont tenu Andrézieux à 66 points. Malgré les 35 points de Coleman. Je pense que les lacunes défensives sur ce match-là, on a un match référence sur lequel s'appuyer pour que Besançon puisse continuer à justement essayer de faire en sorte de progresser sur ces secteurs-là. Tenir une équipe comme Andrézieux à 66 points, sur un match qui était clairement un match défensif, c'était pas un match d'attaque, mais les tenir à 66 points, pour moi, c'est une très très bonne perf. Franchement, ouais, c'est vrai que quand tu vois l'équipe de Besançon, c'est vrai que tout de suite, tu ne te dis pas qu'ils vont pouvoir produire une bonne défense. Faut être honnête, tu te dis, ça va être un match d'attaque où les mecs ils vont être cool et ça va dérouler, etc. etc. Mais quand tu regardes un peu plus près l'investissement que les gars mettent, tu te dis que ça peut devenir une équipe défensive. Et le match de Besançon là, contre Andrézieux, tu vois que le meneur de Andrézieux finit à 35 points, l'équipe finit à 66. Tu peux quand même te dire que de l'autre côté, ils ont quand même tout verrouillé. Tu vois. C'est ça. Ils ont tout verrouillé et ils ont réussi justement à mettre Andrézieux un petit peu en difficulté sur ce match-là. Même quand Andrézieux à la fin ont repris un peu les devants dans le match, ils ont réussi un petit peu à lutter. Derrière, Besançon a remis encore le coup de collier. Eliott Marot qui finit le match sur la ligne des lancers. Franchement, Besançon, gros match. Et ce match-là aussi
va compter à la fin. Ils sont sûrement dans le même championnat à la fin de la première phase. Et le match de Besançon, là, c'est un match qui vaut double. Il vaut de l'or. Franchement, il vaut de l'or. Ils ont su le prendre au gymnase des Montboucon. Franchement, bravo, respect à eux parce que c'était honnêtement pas un match que je les voyais prendre. C'était pas simple. Parce que c'était justement sur un match qui allait tirer vers la défense. Andrézieux, on le sait, ils sont bons pour ça. Le coach a fait une équipe défensive, physique, musclée, qui va au charbon, qui cartonne, qui tamponne. Tout. Exprès, c'était pour ça. Et on sait que c'était l'une des lacunes de Besançon. Ça allait être compliqué. Franchement, ils sont allés chercher des trucs. J'aurais bien aimé voir ce match. Chapeau. Parce que ça devait être quelque chose de vraiment tendu. Ça devait envoyer de tous les côtés. Et physiquement parlant, en tout cas. Ouais, c'est courageux. Franchement, en plus, ils sont blessés de tous les côtés. On parle de Nico, on parle d'autres joueurs qui reviennent de blessures à chaque fois. Tous les mecs, tu sens qu'ils tirent un peu sur les résistances physiques à chaque week-end. Arriver à sortir une performance défensive avec la condition physique dans laquelle ils sont en ce moment, ça donne encore plus de valeur à cette équipe. Exactement. On va lire vos commentaires. Je sais que vous en avez balancé beaucoup là. Ça parle depuis tout à l'heure, c'est incroyable. Alors, Franck Lermonier qui dit un pont qui tangue, mais contre la charité. Mais évidemment, un pont qui ne rompt pas. Le pont de Chéruy ne rompt pas. Ils ont eu leur défaite, hein, ça y est. Défaite qui a remis un peu les choses en place, je pense. Et du coup, on continue à les craindre. On continue à les craindre parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut. Ces gens-là défendent. Il faut voir comment il il faut voir comment Pont de Chéruy défend. Tout terrain, déjà d'une. Ici, Soumaoro. C'est dingue. Il prend les meneurs tout terrain. Il faut que je vois, mais je suis sûr qu'Hakim Williams doit mal dormir à cause d'ici, Soumaoro. Le terrain devait être long. Le terrain devait être long pour Hakim Williams. 2 mètres, long bras, il touche le haut du carré blanc. Essayez d'aller voir le haut du carré blanc où il est. C'est dingue, hein. C'est n'importe quoi. T'as Namouri Bondi, un mec qui a fait 8 interceptions. Quand même. Il y a 2 ans, avec Boulogne contre Saint-Vallier. Il a fait 2 fois dans l'année. Vous dérange. 2 mètres 3, long bras, lui aussi haut du carré blanc. T'as Lionel Godou, pareil. T'as Michel Hipou qui revient de blessure, qui lui, au sol, va te mettre un coup d'épaule qui va rentrer dans ta moelle. T'as Marco Pelin, qui a été élu quand même meilleur défenseur de Pro A 2 ou 3 années de suite. T'as Morgane Durand, qui sort de Cergy, qui défend dur là-bas aussi. Ouais. T'as tous les mecs. Franchement, Pont de Chéruy, Pont. C'est dingue, hein. J'ai envie de voir Pont-Chartres. J'attends que ce match-là. Pont-Chartres, je veux voir. Alors, il y a Béatrice Denis qui demande s'il y aura un live la semaine prochaine pour le match entre Dax et Boulogne. Franchement, ça va être un gros match. On espère que Dax pourra faire un petit truc. Parce que là, je pense que ça va être une grosse affiche. Une très grosse affiche. Ça va être un vrai match. Franchement, j'ai envie de voir ça aussi. Ça va envoyer. J'ai envie de voir ça aussi parce que Randall Meda, quand même. Quand même. Ah, c'est quelque chose. Black and white. Quoi? Qui a vu ma story Insta là, hein? Un des joueurs une chaussure blanche, une chaussure noire. On l'avait vu au All-Star Game. Incroyable. C'était le gars le plus stylé du All-Star Game. Oui, parce que le maillot était si noir. De loin. Bien. S'il faut, on ressort les photos de Laurent Peg. La barbe. La barbe, c'est incroyable. Incroyable. Et puis il lave les mecs en même temps. Pas le temps. On nous parle de Maxwell. Maxwell, on le connaît. Maxwell, on ne le connaissait pas, mais on a appris à le connaître. Bonne surprise, nous dit Romuald Jardé. C'est au-dessus de la bonne surprise. Ouais, et franchement, en termes de niveau athlétique, alors on a vu beaucoup d'athlètes en N1, mais lui, c'est particulier. C'est incroyable. Alors on l'a vu à Chartres contre Besançon, où il allait tellement haut, on a cru qu'il s'était blessé. C'est fou, hein? Ouais. Et on a dit, c'est pas possible, il s'est blessé, c'est pas possible. Le genou, ça peut pas tenir avec un tel saut. Détente sèche, mon frère. Il avait pas pris d'élan. Il s'est tenu. Oh. il est revenu en deuxième mi-temps, il a fait pire, il a voulu sauter. Au-dessus de Borotnikovas. C'est trop. Non, franchement, c'est incroyable. Il faut aller voir. Alors, je sais que Chartres, l'équipe de com de Chartres fait un très bon travail pour justement mettre les highlights des matchs de Chartres. Allez voir, ça vaut le détour. Duvan Maxwell, c'est une attraction en ce moment à N1. Il est très, très athlétique. Oh, c'est incroyable. Franchement, Maxwell, je pense qu'on va le voir souvent dans tout ce qui est distinction, etc. Parce qu'il fait un chantier au poste 4, vous n'avez pas idée. Surtout que là, maintenant, il prend pas mal de shoots aussi. C'est un bon joueur. Il étire les défenses. Donc, bon. On passe au classement. Ouais. On va aller regarder ça rapidement.
On a ce qu'il faut en main. Ne vous en faites pas. Ensemble. Donc le classement, il n'a pas tant bougé que ça. Surtout que là, la Fédé n'a pas encore complètement tout actualisé. Donc on va vous dire ça, on va dire exactement ce qui est. Et je vais... Ah bah si, c'est bon, ils ont actualisé. Ils ont actualisé. Les seules équipes à avoir 5 matchs sont Caen et Angers. Je vais laisser Mike le faire parce que c'est lui qui aime le classement commencer par le bas. On connaît. Mike, je t'en prie. 14e, La Rochelle. Alors on l'avait dit. On prend la poule 1. Ouais, la poule A. La Rochelle, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Ils sont à 1-5 avec le Stade de Vanves. Pareil, 13e. Et Tarbes, les 3 équipes, donc 12e ex-aequo à 1 victoire et 5 défaites. Tarbes, Vanves et La Rochelle. 2 victoires, 4 défaites, 10e ex-aequo, il y a Vitré et Toulouse. À 3 victoires, 2 défaites, il y a Caen, seul 9e. 3 victoires, 3 défaites, 6e ex-aequo, Bordeaux, Dax et Chaland. 3 équipes qui vont justement vouloir viser la 5e place. 4e, plutôt 3e ex-aequo, Le Havre, Tours et Lorient, qui eux aussi vont vouloir batailler pour cette 5e place, synonyme de play-off. 2e, Angers. 1er, Boulogne. Alors on attend Angers, seule équipe invaincue dans ce championnat de la poule A, qui fait pour l'instant très grosse impression. 421 points marqués, 372 encaissés. C'est du très lourd du côté d'Angers. Tu fais demi-tour, l'ami. Voilà, et tu vas sur la poule B. Ouais, classement. Hop. Feur, bon dernier avec 0 victoire, 6 défaites. Évidemment avec le centre fédéral, on n'en parle pas. 11e ex-aequo, KB et Besançon à 2 victoires et 4 défaites. On passe tout de suite à la 6e place ex-aequo, 5 équipes, Avignon, Andrézieux, Orchy, Mulhouse et La Charité, qui bataillent fort justement pour cette 5e place, qui est à Saint-Vallier pour l'instant avec 4 victoires et 2 défaites. Pont-de-Cherry, 5 victoires, 1 défaite. Le Jet, qui est 3e et qui a un match de plus que les autres, qui ont joué contre le centre fédéral en match avancé avec 4 victoires et 3 défaites. 2e, Rueil, 5 victoires, 1 défaite. Et 1er, Chartres, invaincu, 6 victoires, 0 défaite. On attend le derby Rueil-Chartres avec impatience. Oh là là. Impatience. Ton iPhone, mon ami. Oui, non mais Rueil-Chartres, il y a moyen qu'on lâche une petite caméra, qu'on se cale et qu'on filme ça. Le retour de DN Séquence à la maison. Nos équipes seront là. Oh, on ne le manque pas, ça. On ne manque pas ça. C'est un match du top 5, ça. C'est un match du top 5. En tout cas, encore une fois, ça nous a fait plaisir. Nous avons fait des pics à plus de 140. C'était incroyable aujourd'hui. Vous étiez présents, ça nous a fait plaisir. Merci d'avoir été là. Franchement, 6e journée de fou, encore une fois. On va continuer la semaine prochaine. 7e journée, on sera là. Il y aura des matchs le vendredi, il y aura des matchs le samedi. Rendez-vous le jeudi pour la Minute N1. Rendez-vous le mercredi matin, café croissant. Mike vous décortique la Pro B comme les arachides sur le bord de la route. Oui, fort. Et voilà votre semaine de basket. On se retrouve en tout cas dimanche. Tous les deux, tout le monde, pour le débrief de la 7e journée. Ciao, ciao, on vous kiffe. À plus. Et il faut qu'on se lève. Les gens nous manquent. Mike, les gens nous manquent. On y va tous les deux. Oui, les gens nous manquent, Mike. Les gens nous manquent. Allez, salut. Bah oui, on fait ce qu'on peut. Les gens nous manquent. Et puis, on va essayer de faire en sorte de rester debout quand même. Se blesser. Oui.